Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, Les Échos, Radio Classique, présente... Jean-François Copé est l'invité de l'épreuve de vérité. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous à cette émission de Public Sénat, de l'AFP, des Échos et de Radio Classique. 3 grandes questions vous seront posées par Jean-Francis Pécresse, Nadège Buljac et Michaël Zamès. 1, la macromania, dont s'en parle la presse, c'est la couverture de l'Express cette semaine, et certaines figures de l'opposition, je pense à Benoît Hamon. La macromania, est-ce bien raisonnable? 2e question, l'explosion de votre parti, les Républicains, est-elle inévitable? 3e question, Easy 9 a lancé Theresa May après le dernier attentat à Londres. Mais que fait-on pour gagner ce qu'elle a appelé la bataille idéologique contre le groupe État islamique? Car la bataille militaire ne suffira pas. D'abord, une toute première question d'actualité. Édouard Philippe et sa ministre du Travail, Muriel Pénicaud, ont donc présenté leur feuille de route d'une réforme très attendue, déjà contestée, redoutée par certains, avec notamment la prééminence du contrat d'entreprise, de la négociation d'entreprise. Il y a d'autres sujets de contentieux dans le projet du chef de l'État. Est-ce que vous dites banco? Mais bien sûr, c'est sans hésitation. Il se trouve que ce projet est exactement celui que je défends, aussi bien d'ailleurs sur le fond que sur la méthode, celle des ordonnances. Ça fait des années que je le préconise, parfois d'ailleurs contre l'avis de Nicolas Sarkozy, de François Fillon à une certaine époque, qui préféraient de faire des référendums, alors que je suis totalement partisan de l'idée de faire cela par ordonnance tout de suite, profitant de la dynamique électorale. C'est la condition sine qua non du sursaut français, disiez-vous dans votre programme de la primaire de droite. Vous voyez, j'avais été d'une certaine manière un peu précurseur. L'inspirateur. Donc sur ce sujet, il n'y a pour moi aucune hésitation. Il faut soutenir de manière très claire, et ce doit être évidemment à l'Assemblée, dans la prochaine Assemblée, mais ça doit être aussi dans le pays, parce que nous aurons évidemment des forces très, très réactionnaires pour l'empêcher. Je pense à la CGT qui va vouloir faire un remake de la loi El Khomri, et il faut vraiment que l'on puisse gagner cette bataille-là. Vous voyez, je dis on parce que sur ces sujets, nous faisons front commun avec Emmanuel Macron. Il y a d'autres sujets de divergence, mais sur celui-là, évidemment qu'il faut le faire. Et vous pensez qu'on pourra éviter une crise sociale comme on l'a connue avec la loi El Khomri, car le texte là va plus loin encore. Ce texte va infiniment plus loin que celui de la loi El Khomri. Madame El Khomri avait au fil des jours reculé en réalité. Celui-ci va plus loin d'abord parce que c'est vraiment au niveau de l'entreprise qu'on décide. Or c'est là le sujet, parce qu'on ne peut pas travailler de la même manière dans le numérique, dans le BTP, dans le nucléaire, dans l'hôtellerie-restauration. Donc il faut que ce soit au niveau de l'entreprise que les choses se décident entre l'employeur et les salariés. Y compris le contrat de travail. Mais bien sûr. La durée de travail, la rémunération. Tout ça doit se négocier de manière juste. C'est-à-dire qu'il faut évidemment que la loi prévoie des cadres, que les employeurs ne fassent pas n'importe quoi, mais que, en même temps, ce soit une opportunité pour que les entreprises soient plus agiles dans le temps complexe que nous vivons. Alors donc, les syndicats jusque-là, on salue plutôt la méthode et le calendrier qui leur est proposé. Et donc, peut-être qu'on peut être rassuré qu'il n'y aura pas de 3e tour social. Et on verra bien. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que c'est maintenant qu'il faut le décider, parce qu'après, il sera trop tard. D'accord. Jean-Francis Pécresse arrive. Le directeur de la rédaction de Radio Classique est avec nous, Jean-Francis Pécresse. Bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir Jean-François Copé. Alors bonsoir. Quand vous entendez parler de Macron-mania, est-ce que ça vous agace? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? C'est humain. C'est le principe d'ailleurs des modes. C'est le caractère irrationnel qui caractérise une mode. Donc, on est parti dans une espèce de moment de passion pour Emmanuel Macron, avec des arguments objectifs. Voilà, quelqu'un qui a eu un coup d'audace magnifique, et puis qui a eu, il faut bien le dire, derrière son audace, une chance comme on en a rarement, c'est-à-dire que la mer Rouge s'est ouverte. Et donc, quelque part, j'ai envie de dire, bravo l'artiste. Enfin, une fois qu'on a dit ça, après, il y a toujours le lendemain de la fête. C'est les fameux 12 coups de minuit qui font qu'au 12e coup de minuit, tout s'arrête et on revient à la réalité. Et moi, ce qui m'intéresse dans tout cela, c'est l'avenir. C'est comment est-ce qu'on va réussir à faire les réformes qui sont bonnes pour notre pays, parce que c'est l'intérêt de la France qui compte. Gérard Longuet aussi se dit prêt ce matin à soutenir la réforme. Pour cette on va l'écouter, tiens. Filloniste, grand filloniste, Gérard Longuet, on l'écoute.
Pour ce que nous connaissons du texte, nous sommes pour la responsabilité de l'entreprise, pour l'accord dans l'entreprise, par exemple. Nous sommes pour la barémisation des indemnisations de licenciement prud'homal. Donc, on n'a pas de raison de bloquer un texte que nous étions prêts, y compris à l'Assemblée nationale d'ailleurs, à voter lorsqu'il était authentique du temps du président Hollande. Alors, je suis exactement sur cette position, je vous l'ai dit il y a un instant, donc je ne vais pas me répéter. C'est une évidence, c'est l'une des grandes mesures de la droite française. C'est ce qu'aurait dû faire Sarkozy il y a 10 ans, et qu'il n'a pas fait, hélas. Bon. Et donc, pourquoi aujourd'hui s'interdire d'approuver quelque chose dont on sait que c'est bon à la fois pour l'économie au global, mais aussi pour les salariés, contrairement à ce que raconte une gauche quand même très conservatrice. D'accord. Il y a un autre texte qui arrive assez rapidement, c'est le texte sur ou les textes sur la moralisation de la vie publique. Et là, je crois que vous avez un certain nombre de désaccords avec ce projet, avec ces projets que présente François Bayrou. Est-ce que sur le cumul des mandats dans le temps, vous savez qu'on ne pourra plus cumuler plus de 3 mandats consécutifs, est-ce que vous considérez que c'est une forme de régression démocratique ou est-ce qu'au contraire, ça peut favoriser le renouvellement de la vie politique? Encore une fois, la question c'est qu'est-ce qu'on veut pour notre démocratie? Bon, moi je n'ai rien contre le renouvellement. Je n'ai rien non plus, au contraire, contre cette idée qu'on doit être transparent. D'ailleurs, on l'est. Vous l'avez bien compris, puisque nous donnons depuis maintenant l'affaire Cahuzac toute la réalité de nos patrimoines respectifs dès lors que l'on est élu. Bon, tout cela est très bien. Après, la vraie question, c'est à quel moment est-ce qu'on confisque le droit de vote, le choix aux électeurs? Or, c'est exactement ce qui est en train de se passer. En vertu de quoi serait-on meilleur ou plus méritant parce qu'on débute en politique? Je pense que ce qui fait la force d'une démocratie, c'est la diversité. Je suis maire de Meaux. Depuis plusieurs années, j'en suis plus que mon 3e mandat. Bon, je crois pouvoir dire qu'avec mon équipe, nous avons transformé cette ville. J'ai été réélu à chaque fois avec des scores très importants dès le premier tour. On va interdire aux gens de me réélire, tout simplement parce que... C'est une confiscation, vous dites? De facto, ça n'est pas le rôle du politique. Et encore moins d'un ministre qui, pour ce qui le concerne, on le voit bien, M. Bayrou, a tellement de comptes à régler avec la droite. Derrière tout ça, il y a un processus quand même qui est un peu désagréable, d'éradication. Et vous savez, en démocratie, ça ne se passe jamais comme ça. Il y a des retours de bâton. Donc moi, j'ai envie de dire, attention, s'il s'agit de renforcer les garanties, d'interdire ce qu'on appelle les emplois familiaux, très bien. Mais il ne faut pas se tromper de combat. Et la réserve les réserves parlementaires, il y a eu des abus, sans doute, mais c'est d'abord des crédits qui permettent de boucler le financement de petits projets, notamment en zone rurale. Bon, alors on n'aura plus le droit de faire ça. Bon, tant pis, c'est dommage à un moment où notre pays se sent tellement divisé par rapport, tellement séparé de la capitale. Je trouve que c'est tout à fait contraire au bon sens commun. Mais vous voyez, plus généralement, bien sûr, il y a une Macron-mania, on a compris, on fait la fête, on est heureux, c'est frais, c'est printanier, pas de problème. Juste une remarque. N'oublions jamais le score du premier tour de la présidentielle. Il y a eu, ce jour-là, la victoire d'Emmanuel Macron, il était en tête, mais 4 blocs. Mélenchon, la droite, Le Pen et Macron. Et quand on regarde de près, plus de 50% des suffrages exprimés sont allés à des candidats qui voulaient déstabiliser le système. Mélenchon, Le Pen, Hamon et les extrémistes de gauche. Est-ce que vous voyez là, au fond, une forme de démagogie un peu facile, une forme de populisme qui ne dirait pas son nom? Oui, bien sûr. On va quand même dans le sens bien de la... sûr, c'est du populisme mondain. On se fait plaisir sur le moment. Et puis tout d'un coup, les gens disent très bien, les hommes politiques, des profiteurs. Ce qui, moi, me fait sourire, c'est que nous voyons à la manœuvre des gens comme François Bayrou, qui ont commencé la politique bien avant moi, Jean-Paul Delevoye et quelques autres, qui ont été des piliers de la droite et du centre en d'autres circonstances, et qui tout d'un coup ont basculé dans l'autre camp et viennent nous expliquer la vie. Là, vous êtes sévère avec François Bayrou. Là, vous avez dit... Il est animé par une envie de déradicalisation non, pas de déradicalisation de la droite. Non. Non, mais ce qui est vrai, c'est que ça il veut déradiquer la droite. Éradiquer la droite, alors. Regardez, voilà qu'avec ces dispositions, je ne peux plus être maire, être député. Demain, je ne pourrai plus être maire. Bon, je me dis, mais et lui,
Il va donc continuer parce qu'il l'a décidé, elle est tout seul. C'est un peu dommage parce que la démocratie, ça n'est pas cela. La démocratie, c'est le vote des citoyens. Et encore une fois, j'insiste, ça n'a rien à voir avec l'exigence de transparence qui est indispensable, mais qui ne concerne pas le nombre de mandats qu'on fait. Le nombre de mandats que l'on fait, c'est la décision des citoyens. Et cette idée que ce ne sont plus les citoyens qui décident, eh bien, c'est encore une recentralisation à Paris. Et je pense que ça n'est pas très sain. Merci. Merci. Jean-Francis. Merci à vous. La suite de l'épreuve de vérité tout de suite avec Nadège Puljac de l'agence France Presse qui nous rejoint. L'épreuve de vérité avec l'AFP. Bonsoir Nadège. Bonsoir. Alors, bonsoir Monsieur Copé. J'ai l'impression que votre parti ne va pas très bien. Est-ce que vous êtes pouvez obligé de nous... dire ça avec un grand sourire? Oh bah écoutez, je ne veux pas pleurer. Mais, enfin, écoutez, il y a eu les élections législatives des Français de l'étranger ce dimanche. C'est un petit peu la Bérésina pour LR. Oui, vous pouvez même enlever le un peu. Le un peu, c'est carrément la Bérésina. Alors, est-ce que ça augure de ce qui va se passer les 11 et 18 juin? Bah, j'espère pas. Relativisons sur un point quand même, c'est que le taux de participation est très faible, 17% je crois. Sur un premier tour, pour les Français de l'étranger, c'est un taux de participation qui est très inférieur à celui qui sera le taux de participation national. Alors justement, on n'a pas de boule de cristal, vous n'en avez pas, moi non plus. Mais enfin, on est bien obligé donc de se fier aux sondages qui disent qu'il pourrait y avoir entre 350 et 400 sièges pour M. Macron, enfin pour son parti En Marche. Ça veut bien dire qu'il y a des gens de droite probablement qui votent, enfin c'est même pas probablement, je vais l'enlever le probablement, il y a des gens de droite qui votent pour En Marche. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à les convaincre? Mais vous savez, au lendemain d'une défaite à l'élection présidentielle, qui est l'élection clé sous la Ve République, il y a une dynamique pour le gagnant. On le sait bien, on l'a connu pour Sarkozy, on l'a connu pour Hollande. C'est une dynamique, c'est un tsunami. Hein, Alors qu'avant, on disait ça comme vous voulez. Alors qu'avant, on disait qu'il n'y aurait pas d'état de grâce. La vérité, c'est que, enfin, je sais pas qui l'a dit, mais enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours vécu une dynamique au lendemain d'une présidentielle. Je me souviens très bien. Ça a été le cas, je vous le dis, pour M. Sarkozy comme pour M. Hollande. Simplement, ce qu'il faut bien que chacun comprenne, c'est que si nous avons un système qui est totalement déséquilibré, c'est-à-dire avec un Emmanuel Macron qui aurait tous les pouvoirs, le risque de le voir partir, lui ou son entourage ou ses proches, dans des excès à travers les décisions qu'il prendrait, ce risque, il est trop fort. Et donc, une grande démocratie a besoin d'équilibre. Bien sûr, c'est pour ça que vous basez pour parler de risque de dérive chez M. Macron. Jusqu'ici, là. Tout simplement parce qu'il est. Mais non, mais il ne s'est rien passé, ça fait 15 jours. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que lorsque vous regardez le profil des candidats de M. Macron, ce sont pour l'essentiel des anciens PS. Bon, c'est ça le tour de passe-passe qui fait que M. Hollande se réjouit quasi publiquement de ce qui s'est passé. Bon, ne perdons jamais de vue que la filiation de l'essentiel des députés, des candidats qui aspirent à être députés du parti de M. Macron, sont des anciens PS. Je citais tout à l'heure l'exemple de ma circonscription avec, face à Jean-François Parigi, une candidate qui a toujours été mon opposante PS. Donc, qui a toujours perdu contre vous. Oui. C'est ce que vous voulez dire. Et là, non, mais là, elle s'est reconvertie comme par hasard En Marche. Donc, on ne fait pas. Quand quelqu'un est de gauche, à moins que l'attrait du plat de lentilles soit tel qu'on soit capable de se renier complètement, il y aura des risques de conservatisme de gauche. Donc, plus il y aura de députés de droite, plus on pourra faire ce rééquilibrage. J'ai bien compris ce que vous avez expliqué tout à l'heure à Jean-Francis Pécresse, mais bon, voilà, je vous avais parlé de la mer Rouge, maintenant du plat de lentilles. Je vois qu'on est très public ce soir autour de cette table. Exactement. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous me disiez, que vous m'expliquiez les risques, puisque vous êtes d'accord, je vais essayer de le dire sans sourire, sinon ça va pas vous faire plaisir, les risques d'explosion de LR. Thierry Solère, qui sera peut-être élu le 18 au soir dans sa circonscription à Boulogne-Billancourt, disait que lui, il voulait faire un groupe qu'il appelle les constructeurs. Hein. Donc on aurait LR avec deux groupes. Il y aurait les constructeurs. Alors est-ce qu'il faut en déduire que les autres, ce seraient les destructeurs? Tout ça est très curieux. Enfin, en tous les cas, est-ce que ça veut dire que le parti explose? Votre question est une question majeure. Hein. Derrière l'anecdote de Thierry Solère, il y a une réalité. Que va devenir la droite demain? Et moi, je plaide inlassablement pour qu'on tire toutes les leçons de ce qui s'est passé, et donc qu'on évite de repartir dès l'automne prochain sur des élections fratricides pour savoir qui sera le président de l'UMP, des Républicains, dans 3 mois. Moi, je plaide pour qu'il y ait une élection collective, pour qu'il y ait un directoire
qui respecte toutes les Enfin, sensibilités. le directoire s'est terminé avec le 18 Brumaire, si je m'en souviens bien. Vous avez... Enfin, moi, j'ai une vision peut-être plus macroniste des choses. Je pense au directoire des entreprises. Voilà. C'est-à-dire d'une équipe qui tourne sur la base du mandat qui lui serait donné par le bureau politique et qui, ensemble, permettrait de respecter les sensibilités et de faire ce qui est l'essentiel. Un inventaire des raisons pour lesquelles on a perdu, donc lancer des grands états généraux dans toute la France, avec les électeurs de droite qui ont participé aux primaires. Deuxièmement, se dire que ce qui compte, c'est de former des nouveaux candidats et de les investir pour les élections municipales. Et puis se préparer tranquillement 2020, pour la si primaire, ou 2020, pour la primaire quand elle aura lieu, si elle doit avoir lieu, en 2021. Donc il n'y a aucune Vous êtes urgence. parti pour la primaire. Moi, je pensais que c'était fini, que celle-ci, vous avez guéri de la primaire pour toujours. Nadège Puljac, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je préjuge pas. Je dis juste que si nous n'avions pas eu de primaire, il n'y aurait pas eu de débat. Ça aurait été Nicolas Sarkozy, puisqu'il avait pris le parti dans les conditions un peu brutales que vous savez. Et à partir de là, il aurait probablement été battu aussi. Parce que vous dites, le sujet, c'est qu'on laisse... Non, mais après, chacun a son point de vue. Mais ce que je veux dire, c'est que l'intérêt d'une primaire dans tous les grands partis modernes, c'est de désigner en son sein quelqu'un qui a vocation à rassembler. Est-ce que vous voulez faire Et c'est ce que normalement aurait dû faire François Désolé. Fillon. Est-ce que vous voulez faire partie, juste excuse-moi Michel, est-ce que vous voulez faire partie de cette direction collégiale? Non, mais pourquoi pas, bien sûr, mais c'est encore une fois, c'est pas ma personne qui compte. Moi, de toute façon, je suis plutôt dans une phase aujourd'hui d'observation. Je ne vais pas être dans le premier feu, parce que c'est pas aujourd'hui ce que je souhaite faire. Et puis, je veux prendre le temps de la réflexion. Ce qui s'est passé est très grave. La droite a été, en réalité, dans cette affaire, humiliée, ridiculisée, du fait d'agissements, de comportements, de choix politiques, de choix personnels qui ont été désastreux. Donc il faut prendre le temps de la reconstruction. Et ce temps de reconstruction, il passera sûrement pas par une radicalisation avec je ne sais quelle mouvance du type sens commun, ou pire encore, comme je l'entends parfois, de clin d'œil à tel ou tel responsable du Front National. Parce que si c'est ça, on est assuré de perdre pour toujours. Donc il faut reconstruire une droite qui soit moderne, qui soit totalement étanche avec le Front National, et dans laquelle puissent s'ouvrir des discussions où chacun ait sa place, où on ne soit pas dans des logiques d'exclusion, parce qu'effectivement, moi je l'ai dit, je veux être constructif par exemple sur les questions de code du travail, je serai en revanche en opposition sur, par exemple, la hausse de la CSG. Voilà, donc il y a des sujets sur lesquels on doit pouvoir être moderne. L'idée c'est d'assumer ce que l'on est en tenant compte de la nouvelle donne. Il y a une nouvelle donne. Emmanuel Macron crée cette nouvelle donne. Il renouvelle, il amène des personnalités différentes. Il n'est pas question de la jouer à l'ancienne, scrogneux, comme l'a dit François Baroin très justement. Bon, quand j'entends, je ne sais plus, Nathalie Kosciusko-Morizet qui dit une voix va s'éteindre parce que je vais être battue. Ah oui, alors. Mais est-ce que peut-être c'est pas lié au fait que elle a procédé à l'ancienne, d'une certaine manière. Donc il faut changer tout cela. Ça ne vous fait pas de la peine de l'entendre dire, NKM? Effectivement, ma voix va peut-être s'éteindre dans 10 jours. D'abord, je pense que les choses sont parfois plus complexes. Deuxièmement, elle a fait le choix d'être dans le 7e arrondissement. Il y a un moment où il faut être cohérent. On ne choisit jamais la facilité dans la vie. Moi, je suis maire de Meaux. C'est une ville qui est difficile. Où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête. Bien sûr, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête, où la population est une des plus modestes d'Île-de-France, où je suis confronté depuis des années à des problématiques très lourdes, de précarité, de difficultés de beaucoup de mes concitoyens, où j'ai appris et compris ce que c'était qu'une certaine France éloignée des cercles de pouvoir parisiens. Pas dans le 7e. Mais bien sûr. Et donc, quelque part, être réélu comme je le suis depuis des années, c'est une manière aussi de me dire, bon, donc tu n'as pas faux là-dessus. C'est que quelque part, établir à chaque fois, c'est ce que j'ai appelé une droite décomplexée, assurer la sécurité et dans le même temps donner un peu de souplesse, de pragmatisme. On a besoin de ça dans notre pays. Et ça, on ne peut pas l'apprendre à Paris 7e. On ne peut l'apprendre que sur le terrain, à l'extérieur du périphérique. Merci beaucoup Nadège. Allez, dernière partie, donc l'épreuve de vérité avec Michael Zamès de Public Sénat. Et on parle donc du terrorisme. Bonsoir Michael. Bonsoir Michel. Alors donc, bonsoir. Enough is enough, c'est ce qu'a lancé l'autre soir Theresa May après le dernier attentat à Londres. Mais que fait-on pour gagner la bataille idéologique contre le groupe État islamique? Ce que dit Theresa May est mot pour mot ce que nous avons dit les uns et les autres depuis des années. La seule chose, c'est que le enough is enough, ça ne suffit pas. Quel est notre sujet? C'est d'assumer que le terrorisme est le nouvel ennemi, que cet ennemi est ancré, installé, avec des méthodes qui sont des méthodes de guerre, même si la guerre n'a plus rien à voir avec celle de 14-18, qu'elle nécessite des moyens, qu'elle nécessite une coopération, et évidemment, pour faire tout ça, il faut commencer par nommer l'ennemi. Lorsque j'ai entendu M. Castaner nier, refuser de parler d'islamisme radical, de terrorisme islamiste,
ben, je me dis que c'est une régression terrible par rapport à la réalité des choses et que j'espère que ce qui est dit par le porte-parole du gouvernement n'est pas ce que pense le président de la République. Vous le trouvez inexpérimenté dans ce domaine? Oh non, mais moi, c'est pas mon problème, Monsieur Castaner. Mon problème, c'est que Monsieur Castaner, comme le président de la République, parce que la droite, pendant la campagne, on vous a beaucoup entendu sur cette question, en disant que face à Trump, face à Poutine, il n'aura pas assez d'expérience, et face au terrorisme, est-ce que vous le jugez suffisamment armé? D'abord, je n'ai pas de commentaire à faire avant que les événements ne soient arrivés. Je dis simplement que c'est un sujet sur lequel il ne faudra pas être mou, il ne faudra pas être ambigu. Parce qu'une fois qu'on a dit qu'on veut lutter contre le terrorisme, une fois qu'on a dit enough is enough, très bien, quels moyens, quelle doctrine, comment est-ce qu'on organise les choses, qu'est-ce qu'on fait avec le contrôle aux frontières, qu'est-ce qu'on fait avec les fichiers S, qu'est-ce qu'on fait avec les moyens dont on doit disposer, est-ce qu'on crée cette fameuse agence qui doit centraliser les informations européen, c'est ce que vous souhaitez? Ou même français. Oui, même français. Européen et bien sûr, on a démantelé ces dernières années les renseignements généraux qui, sur le terrain, faisaient un travail énorme. Bon, comme de la même manière se pose la question de créer un délit pour les propos qui sont reliés à l'islamisme radical, qui aujourd'hui ne sont pas sanctionnés. Bon, il y a comme ça un certain nombre de choses qui doivent être mises en place. Et puis ensuite, il y a l'organisation du culte musulman. Donc sur ces sujets, qui sont des sujets majeurs, qui touchent le plan sécuritaire et le plan aussi de la vie en société, aujourd'hui, M. Macron est silencieux. Jean-François Copé, justement sur la question dont vous parliez tout à l'heure, dans le premier point, Édouard Philippe, nouveau Premier ministre, souhaite une nouvelle loi contre le terrorisme, une nouvelle loi encore. Qu'est-ce qui n'a pas été fait sous François Hollande qui pourrait être fait aujourd'hui, pour vous? Écoutez, qui peut le plus, peut le moins, va pour une nouvelle loi, mais moi ce qui compte, c'est quelles mesures il veut prendre. Bon, je vous en ai donné quelques-unes à l'instant. Qu'est-ce qu'on fait avec les propos ou les comportements qui sont évidemment des propos d'islamisme radical, comme on en voit sans arrêt dans le pays? Personne ne dit rien. La population qui en est la victime, souvent des femmes, des jeunes filles, en souffrent en silence, le disent parfois aux maires. Je peux en parler, en tant que maire de Meaux, il m'est arrivé de recueillir des témoignages absolument effarants. C'est-à-dire qu'il y a, parfois dans les des quartiers interdits aux femmes à Meaux, comme on l'a dit à Paris. Mais on l'a vu à Paris. Non, mais enfin, je me permets de vous rappeler que j'ai raconté une histoire de pain au chocolat qui a beaucoup déplu à Paris, mais qui racontait la vérité. C'est-à-dire que des voyous qui utilisaient la religion à des fins de violence, le prétexte religieux à des fins de violence. Comme de la même manière, s'est posé il y a quelques années la question de la burqa. Mais écoutez, enfin, comment vous me posiez la question? Ça ne devrait plus être une question. Ça devrait être comment on y répond. Et quelque part, il y a un décalage, toujours le même, entre ce qui se dit à Paris et ce que nous vivons dès qu'on franchit le périphérique. Et vous voyez, par rapport à cette question, qui est essentielle, qui angoisse les gens, la question n'est pas de dire je vais refaire la énième loi, elle s'appellera Philippe, elle s'appellera Collomb, elle s'appellera je ne sais quoi. Il faut les dire tout de suite qu'est-ce qu'on va faire, quels moyens on va mettre en œuvre. Et vous comprenez, ce qui moi me préoccupe, c'est que ce soit Édouard Philippe, que je connais bien, que par ailleurs j'estime beaucoup, que ce soit M. Collomb, qui est un maire tout à fait estimable à Lyon, là maintenant il faut du contenu. On ne peut pas être simplement dans l'effet d'annonce. Non pas l'effet d'annonce d'une loi, mais de montrer sur la table aujourd'hui ce qu'il pourrait y avoir dans cette loi. Mais bien sûr, c'est ça qui doit compter aujourd'hui. Et je pense que les Français, ils attendent cela. Et moi, je peux vous dire une chose, c'est que, à titre personnel, si vraiment on prend ces mesures-là, je les soutiendrai. Comme d'ailleurs, j'ai approuvé les mesures qui étaient prises, comme un certain nombre de mes collègues, par François Hollande. Moi, dès qu'il s'agit d'augmenter les effectifs de police, quand je vois les conditions dramatiques dans lesquelles travaillent les fonctionnaires de police nationale dans ma ville, aux côtés des policiers municipaux, avec les baisses d'effectifs, avec les baisses de moyens, je me dis, mais tout ça est délirant, délirant. Jean-François Copé, je vous ai coupé tout à l'heure sur l'affaire de la burqa. Vous vouliez dire quoi? Non, je voulais dire simplement que l'observation de ce que l'on vit, de ce que l'on voit, nous amène à prendre des décisions. Quand j'ai porté avec d'autres la loi qui a permis d'interdire la burqa, le port de la burqa, j'ai montré ainsi, avec mes collègues députés à l'époque, qu'on ne pouvait pas accepter l'inacceptable. Et il y a malheureusement souvent à Paris un déni de réalité. Comment est-ce que vous associez la communauté musulmane à cette action? Mais elle doit être associée à deux niveaux. Elle doit être associée d'abord parce que les Français de confession musulmane, ce sont d'abord des Français, des citoyens, et qu'à ce titre, ils ne peuvent pas se satisfaire de cette situation. J'étais à la mosquée de Meaux vendredi dernier pour rencontrer les responsables de la communauté musulmane à Meaux. Et je me rends compte que bien souvent ils approuvent tout cela, que l'essentiel d'entre eux sont des hommes et des femmes modérés, qui attendent de la considération, mais qui ne peuvent pas faire ce qui relève de l'État. Il ne faut pas demander
à tel ou tel de nos concitoyens d'aller faire la police. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est là où il y a une ambiguïté. Donc il faut que par la loi, on détermine les règles qui encadrent l'exercice du culte musulman, comme c'est le cas pour les autres cultes. Vous voyez, ce sont des choses dont personne ne veut parler à Paris. Jean-François Copé, Henri Guénaud, qui était sur ce plateau ce matin, lui reliait les attaques de Londres avec notamment le terreau communautariste et multiculturaliste de Londres, mais qui pourrait très bien arriver en France également. Est-ce que vous êtes sur cette même analyse? Je pense que c'est un élément qui y contribue, mais il y en a bien d'autres. Et moi, je suis élu de quartier très difficile. Il faut des politiques publiques, il faut casser les tours, il faut mettre des caméras, il faut mettre du lien social, il faut mettre de l'emploi, il faut mettre des zones franches. Et là, vous n'avez plus la même ville, vous n'avez plus les mêmes comportements. Là, à ce moment-là, non seulement tout le monde se connaît, mais tout le monde partage. Et en réalité, c'est à la fois la fermeté qui doit être celle de l'autorité publique, et en même temps le lien, l'écoute, et puis la prévention, le dépistage. Je reçois en tant que maire tous les mois des familles dont les enfants... L'école, priorité. Mais bien sûr, mais il y a l'école, mais il y a tout ce qui est autour de l'école. L'école, elle s'arrête, selon les rythmes scolaires, à 16h30 ou à 16h. Derrière, il faut être aux côtés des parents, aux côtés des enseignants. Il y a les activités périscolaires. Tout ça nécessite une présence sur le terrain, et donc une expérience. Une question qui peut-être qui tombe sous le sens, mais je voudrais quand même vous entendre. Prolongation de l'état d'urgence, favorable? Oui, pourquoi pas, mais encore une fois, ce sont des mots, c'est comme la loi. C'est bien, mais ce qui compte, c'est quels moyens, pour quels résultats. Ça s'évalue, un état d'urgence. Ce sont des évaluations de politique publique. Et donc, ce qui compte, c'est pas le nombre de perquisitions. Vous demandez donc une évaluation de l'état d'urgence qui a été... Non, je ne demande pas une évaluation, je dis simplement que ce qu'il faut, c'est une politique globale. Nous restons trop au coup par coup. Les Émirats, l'Égypte ont rompu leur relation avec le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et le Yémen. Leur relation avec le Qatar, qui accusait de soutenir le terrorisme. Quel regard déjà portez-vous sur cette décision qui a été prise par ces pays? D'abord, c'est une étape supplémentaire dans l'éclatement de cette région du monde, largement dominée par les sunnites, comme vous le savez. Et derrière cela, ce sont des tensions internes très très fortes. L'Arabie Saoudite et l'Égypte reprochent, vous le savez sans doute, au Qatar sa proximité ou son ambiguïté avec l'Iran, chiite. Il y a derrière tout cela aussi le passage de Donald Trump et donc la réaffirmation d'une alliance avec les États-Unis. Et puis il y a le non-dit, puisque chacun sait que ces pays se renvoient la balle et que les régimes ont parfois soutenu, pas toujours, mais parfois soutenu des groupuscules qui ensuite sont devenus des groupuscules terroristes. Il n'y en a pas un pour acheter l'autre, en fait. Donc, entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas la formule que j'emploierais. Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est un Orient compliqué et que ce qui compte pour nous, occidentaux, c'est d'avoir une grille de lecture qui soit dépassionnée, qui soit lucide et qui ne se fasse pas en se trompant de combat. Voilà. Est-ce qu'il faut faire comme l'Émirat, comme l'Égypte, comme l'Arabie Saoudite, se désengager de tout soutien avec le Qatar aujourd'hui, nous, la France? Quand on connaît le poids du Qatar en France. Non, mais c'est excessif. Le sujet n'est pas là. N'épousons pas les querelles des uns ou des autres. C'est difficile peut-être comme équilibre. Hein. Ça s'appelle le pragmatisme. Non, mais je veux dire, il y a nos intérêts économiques. Bien sûr. Et puis il y a la lutte contre le terrorisme. Bien sûr. Ces pays ne sont pas forcément des alliés, ils le disent eux-mêmes. L'erreur, Michel Grossior, en matière diplomatique, c'est d'être dans le tout ou rien. C'est ça qui casse les choses. La France a toujours été, quand elle avait une grande diplomatie, il y a de cela un certain temps, le pays qui parlait à tout le monde. Or, la logique qui doit être la nôtre, c'est de mettre au même niveau nos valeurs et nos intérêts. Trop souvent, on a mis soit les valeurs, soit les intérêts. Eh bien là, il faut mettre les deux à égalité et considérer que nos intérêts, c'est de parler à tout le monde et d'être vigilant. Voilà. Pas de complaisance excessive, encore moins de compromission, certainement pas. On est vigilant et on veille naturellement d'abord à nos intérêts. Premier objectif, la lutte contre le terrorisme. Et de ce point de vue, tous ceux qui luttent contre le terrorisme, par définition, sont les alliés de la France. Merci Jean-François Copé, merci Miguel. Bonsoir à tous, à la semaine prochaine.